Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler de mon expérience dans les formations que j'ai pu donner dans différentes écoles d'ingénieurs. Avant de pouvoir débuter, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner et surtout à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pendant plusieurs années, j'ai été consultant en cybersécurité et j'ai donné des formations dans différentes écoles. Avant d'être consultant, j'étais également moi-même en école d'ingénieur. J'ai fait mon bac plus 3, mon bac plus 5. Et dans l'école où j'étais, on m'a demandé de donner des cours de cybersécurité parce qu'il n'y avait pas de formateur qui était disponible ou qui avait les compétences pour arriver à les donner. C'est comme ça que je suis arrivé à apprendre un peu plus en profondeur et surtout arriver à concevoir mes premiers challenges. Parce que oui, quand on fait de la cybersécurité, on se retrouve confronté à tout un tas de casse-têtes, par exemple si on fait du CTF ou autre, et ça permet aussi de pouvoir transmettre des compétences et des connaissances à d'autres personnes. Avec mon associé, on était deux à faire ça à l'époque, on a développé toute une gamme de challenges pour apprendre aux personnes qui étaient dans notre classe pendant une semaine à monter sur les thématiques de cybersécurité et à rendre ça le plus ludique possible. L'avantage que j'avais, c'est que j'étais au Clusir à l'époque, qui était un club de cybersécurité où on avait des sessions régulières une fois par mois où on abordait des thématiques assez précises avec un niveau beaucoup plus élevé parce que c'était destiné déjà à des professionnels de la cybersécurité. J'ai repris un peu ce module et cette forme en tout cas de cours que je trouvais très intéressante. C'est-à-dire une heure de cours et environ 2 heures de TP et après une petite demi-heure pour expliquer les solutions, pour expliquer un peu comment ça marche. Donc cette semaine, elle était découpée sous forme de gros modules avec une thématique géopardie, donc c'est-à-dire des petits challenges. On a abordé différentes techniques et différentes technologies. Par exemple, on a commencé par le forensic. Le forensic, c'est le fait d'analyser les informations pour en faire une enquête et arriver à retrouver ce qui s'est passé et arriver à retrouver des informations dans des fichiers, dans des données ou dans des dumps mémoire par exemple. Donc on commençait avec une heure de cours, on expliquait différentes techniques, les différents outils, et après on leur mettait à disposition un ensemble de challenges sur lesquels ils pouvaient travailler en commun. L'idée était de les challenger un peu. Il n'y avait pas de notation, c'était vraiment un système de scoring où chacun pouvait aller mettre le résultat qu'il trouvait. Et l'idée, c'était surtout de les faire apprendre. Et à la fin, on parlait des solutions, de ce qui avait été fait, comment ça avait été fait, pour les personnes qui pouvaient être un petit peu bloquées. On a fait également une thématique sur l'intrusion web avec la méthodologie et également sur les injections qu'on va retrouver le plus commun, de la manière la plus commune. Vous prenez le top 10 de l'OASP et là on avait créé des challenges pour chacun d'entre eux, que ce soit des injections SQL pour interagir avec la base de données, des injections XSS, des LFI pour inclure des fichiers locaux, des RFI de manière distante. On avait mis des erreurs de code PHP, on a mis tout un tas de choses pour que les personnes qui sachent lire le PHP puissent le faire, celles qui sachent injecter puissent le faire, et toujours on expliquait ça. Ensuite, on a abordé le module cryptographie, qui était, je pense, un module qui était assez compliqué pour les personnes qui avaient des problèmes en mathématiques de base, mais qui permet surtout de comprendre comment les différentes mécaniques fonctionnent et comprendre pourquoi un algorithme peut être vulnérable ou n'est pas vulnérable en fonction de ses tailles de clés. Bien sûr, il y a des implémentations qui sont déjà faites en Python, qui peuvent être utilisées, et donc on leur a fourni le logiciel et expliqué les grands principes mathématiques de comment ça fonctionnait. C'est là où je pense qu'il y a eu le plus de difficultés sur la compréhension et sur surtout la capacité des personnes à résoudre ces éléments. On a enchaîné ensuite avec de l'exploitation mémoire. À l'époque, je faisais beaucoup de développement d'exploitation mémoire où je portais des exploits d'une version de Windows à une autre version de Windows. Et donc, on leur expliquait comment on pouvait déborder dans un espace mémoire alloué d'un logiciel pour lui faire un effet de bord et ainsi obtenir des accès qu'on n'était pas censé pouvoir obtenir. On le faisait sous Linux parce que c'est beaucoup plus simple à faire et surtout, ça permet de pouvoir expliquer rapidement avec un code qui est très simple comment on peut exploiter ça. Ça peut être fait bien sûr sous Windows. Moi, je le faisais sous Windows à l'époque. Mais pour les débutants, c'est bien de commencer par là. On a abordé ensuite la partie stéganographie, donc le fait de cacher des informations dans des données qui sont visibles à tous. Comment on peut arriver, en travaillant sur par exemple des bits de données, à retrouver une image cachée dans une autre image, ou par exemple certaines variations de son ou autre. Et enfin, on a fait tout ce qui était sécurité réseau. Tout au long de la semaine, on leur a donné des outils, des méthodologies, et on leur a expliqué au fur et à mesure comment ça avançait. L'examen, pour éviter que ce soit un examen papier qui était totalement frustrant, on leur a mis à disposition deux machines, une Windows, une Linux, pour des exploitations complètement différentes, avec chacune une interface web, des services, et l'objectif était de compromettre d'abord un compte utilisateur pour obtenir des points, et après le compte administrateur pour obtenir l'ensemble des points. Et donc, c'est un apprentissage qui a plutôt bien marché. Et donc, il y a des possibilités aujourd'hui de changer le mode d'apprentissage pour que les personnes puissent
arriver à évoluer le plus simplement possible. À ce propos, j'ai fait une formation qui est disponible dans la description où je reprends l'ensemble des bases de la cybersécurité et si jamais vous souhaitez travailler dans ce domaine-là, je vous invite vraiment à aller la regarder. Je suis ensuite allé, quand j'étais consultant, faire une formation dans une école à Clermont-Ferrand qui était un bac+3 spécialisé en cybersécurité. Parce que quand j'étais en école d'ingénieur, c'était pour des bac+4, donc avec un niveau un peu plus élevé. Et là, c'était pour des bac+3. J'ai fait plusieurs formations chez eux, à coup de une journée ou 2 journées. Et c'était des sujets qui étaient très spécifiques, parce que là, ils cherchaient un intervenant sur une thématique très précise. La première, c'était par exemple comment on pouvait compromettre un Wi-Fi. Donc je suis arrivé avec plusieurs routeurs que j'avais configurés de manière différente, et donc je leur montrais différentes techniques. Et donc c'était à eux de compromettre les différents routeurs pendant la journée. J'ai également fait une session sur la compromission du Bluetooth. C'est-à-dire que c'est pas un domaine que je maîtrisais en fait à la base, j'avais des notions de base, je comprenais comment ça fonctionnait. Et donc pour pouvoir donner cette session-là, j'ai dû me former aussi au préalable. J'ai demandé à mon entreprise de m'offrir un cadenas connecté de chez Amazon, là vous en trouvez à une trentaine d'euros. Et mon objectif c'était de compromettre complètement le cadenas, d'arriver à l'ouvrir sans avoir besoin de l'application, de tout ce qui va avec. Et donc à force de travailler pendant 2 semaines dessus, j'ai trouvé des vulnérabilités que j'ai jamais forcément remonté au constructeur parce que c'était pour ma session. Et donc j'ai trouvé des outils qui marchaient, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai tout détaillé et je leur ai donné un cours complet sur le sujet. Et l'objectif pour eux, c'était à partir justement d'une tablette de pouvoir compromettre ce cadenas connecté. Et vraiment, je vous invite à pas en avoir un chez vous de cadenas connecté parce que c'est une vraie blague en termes de cybersécurité pour la plupart de ce que vous pouvez trouver. J'ai été appelé également pour faire de l'intrusion web, donc leur expliquer la méthodologie WASP avec les différentes vulnérabilités, avec le top 10, un petit peu comme ce que j'avais fait déjà dans mon école d'ingénieur. Et après, la partie méthodologie pentest, qui est une méthodologie qui est nécessaire si jamais on veut faire des tests d'intrusion, avec différentes étapes, que ce soit le côté réglementaire, que ce soit la récolte d'informations, l'exploitation, la post-exploitation. Il y a plein de choses à trouver et ça, j'en parle dans ma formation. Bien sûr, des écoles comme celle-ci, il n'y en a pas qu'une seule, et je pense que la plus connue à l'heure actuelle, c'est CEDASI à Maubeuge, qui est une licence professionnelle, c'est-à-dire que vous faites un bac+2, et après vous allez partir pendant un an faire un bac+3, où vous allez rentrer vraiment sur différentes stratégies, différentes attaques. J'ai pas de retour, je connais personne qui en sort, donc si jamais c'est votre cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si pour vous c'est une bonne école ou pas. Mais voilà, en tout cas, pour ceux que ça peut intéresser pour les bac+3, vous en avez une qui est là-bas. J'ai donné également des cours à l'INSA, à des bac+6, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un bac+5 et ils veulent faire une spécialité en cybersécurité. Et là, la grande problématique que j'ai eue, contrairement aux bac+2 qui sont encore vraiment dans la technique, qui cherchent vraiment à essayer de comprendre les mécaniques, les bac+5 à l'INSA, ils sont trop théoriques parce qu'ils ont été formés uniquement sur la théorie. Donc très compliqué d'arriver à leur apporter le côté technique sans qu'ils soient confrontés à toute la réflexion idéologique qu'il y a derrière. Et là où j'intervenais, moi, c'était sur la partie architecture sécurisée. Comment créer une architecture sécurisée dans un environnement? Et les premières années, le problème, c'est qu'on m'avait donné juste cette thématique-là et on m'avait imposé des sujets à traiter. Le problème, c'est que ces sujets-là, ils n'étaient pas du tout d'actualité et pas du tout en rapport avec l'architecture sécurisée. Donc, très compliqué de faire un rapprochement entre le cours que je donnais et les espèces de challenges que j'avais pu trouver, que j'avais pu créer. Les années d'après, on m'a proposé de me rapprocher du CISSP, la certification qui va dans ce sens-là. Mais c'est une certification qui n'est pas technique en fait, c'est une certification qui est plutôt liée au management des risques. Donc, on n'est pas sur cette architecture sécurisée. Donc, c'était pareil, encore une troisième chose qu'on m'incluait dedans qui n'était pas en rapport. Donc, j'essayais tant bien que mal en fait de regrouper les différents éléments, de donner un peu de contexte en essayant de remettre les éléments, mais c'était toujours très compliqué. Et la grande problématique, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des QCM qui soient notés, des trucs bien théoriques, pas de choses pratiques. Ce n'est pas envisageable en fait dans ce genre d'école. Donc j'avais fait un QCM d'une quarantaine de questions avec des choix multiples, des dessins à faire, ce genre de choses, avec soit c'est juste, soit c'est faux. Il n'y a pas de entre-deux. Donc très simple d'un point de vue notation, il n'y a pas de marge de négociation. Comme ça, on était sûr que l'école avait ce qu'ils attendaient. Le problème, c'est que soit j'ai une méthode d'enseignement qui marche assez bien, soit je suis complètement décalé avec l'académie ou je pense les deux, parce que mes élèves au QCM avaient globalement pour la plupart des bonnes notes. La moins bonne note, ça devait être 11 et la meilleure, c'était 18. Pour moi, ce qui me paraissait le plus important, c'était pas la note du QCM, mais savoir s'ils avaient retenu ou pas les informations.
Parce que globalement, ce qu'on a dans le QCM, c'était ce que j'avais expliqué en cours. Donc les personnes qui avaient suivi pendant une semaine en cours, elles étaient capables de le ressortir. Et après, qu'il y ait quelque chose un petit peu plus précis pour ceux qui avaient un peu plus d'expertise, qui avaient un peu plus creusé. Mais globalement, quelqu'un qui avait bien suivi le cours, ben, il avait appris des choses en fait. Il savait monter une architecture sécurisée et donc il devait avoir une bonne note. Et là, les dirigeants en fait sont venus me voir en me disant c'est pas tolérable que la moyenne de classe soit 15. Donc en fait, on va leur enlever des points. Et je leur ai dit bah, vous allez leur expliquer ça parce que moi, soit c'est juste, ils ont les points, soit c'est faux, ils n'ont pas les points. Mais je m'amuse pas pour une personne qui a tout compris le module de lui mettre 10 juste par plaisir lui mettre 10 en fait. Et globalement, ceux qui avaient 18 se retrouvaient à 13 ou 14, ceux qui avaient 11 se retrouvaient à 7. Et c'est complètement décourageant pour ces personnes-là. Parce qu'elles ont assimilé, elles ont besoin de creuser encore un petit peu, mais elles ont assimilé les informations. Et c'est là le plus important. Et c'est pour ça que je suis un petit peu anti-note sur ces genres de choses, parce que ça n'apporte rien. Soit vous arrivez à comprendre le fonctionnement, vous arrivez à le déployer, vous arrivez à l'implémenter, vous avez assimilé la compétence, soit vous ne l'avez pas assimilé. Mais attribuer un nombre de points et dire on va devoir le réduire parce que sinon la moyenne elle est pas bonne en fonction des modules et autres, je sais pas, c'est pas dans mon concept. Après, dites-moi en commentaire si pour vous ça l'est, mais j'ai du mal avec ce concept-là. J'ai eu du mal avec globalement les écoles que j'ai eues. J'ai toujours été un petit peu à part de ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, ma vision des choses. Je vais quand même vous donner quelques conseils pour réussir qui, pour moi, m'ont vraiment aidé. Et je trouve que les meilleurs élèves que j'ai eus dans mes formations, c'était globalement des personnes qui étaient vraiment motivées, qui avaient vraiment envie de s'investir, qui avaient vraiment envie d'apprendre, qui étaient moteurs, qui cherchaient à apprendre par elles-mêmes, qui n'attendaient pas juste qu'on leur donne les informations, qui remettaient en question ce que je disais, qui disaient voilà, j'ai pas forcément compris ça, est-ce qu'on peut détailler moi je voyais cette chose-là, comment toi tu la vois, ce qui permet d'approfondir aussi les choses. Et vraiment, elle cherchait toujours à en apprendre plus. Quand on fait du recrutement, c'est un des éléments qu'on va regarder en priorité. Est-ce que la personne est motivée? Est-ce qu'elle cherche à en apprendre plus? Est-ce qu'elle est capable d'en apprendre par elle-même, qu'elle n'attend pas tout qu'on lui donne? Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a appris des choses, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!